Je vais faire ma présentation en français. Et donc, on m'a demandé d'intervenir sur la gestion des seniors et les politiques de l'emploi en Europe. Alors d'abord, je suis désolée, je ne vais pas présenter le cas français. Je laisse à ma collègue Marie-Christine Dubroca le loisir de faire cette présentation cet après-midi sur la manière dont on pratique vis-à-vis des seniors à Pôle emploi et ce que sont nos bonnes pratiques. Et puis je vais être peut-être sur certains aspects un peu redondante avec la présentation qui a été formulée très brillamment par Suzanne ce matin. Mais je vais sans doute englober le sujet de façon un peu plus large, en expliquant à partir de quelques exemples, et notamment quelques inflexions qu'on a pu observer en Europe au début des années 2000-2010, quels ont été les enjeux plus globaux que les seuls enjeux pour les services publics de l'emploi concernant l'intégration des seniors. En effet, on constate que c'est l'ensemble du système d'emploi et de la protection sociale qui est concerné sur ce sujet-là. Le système qui est celui de l'opérateur de l'intermédiation sur le marché du travail n'est pas le seul concerné. Et donc, quand on travaille sur cette question et quand on cherche à trouver les meilleures solutions pour les seniors, il faut, et nous le faisons tous ici, examiner ce qui se passe dans le système d'allocation chômage, dans le système de protection sociale, et en particulier dans les systèmes d'invalidité, dans les systèmes de retraite, dans les systèmes de formation professionnelle et dans les systèmes d'emploi. Et donc, c'est une entrée qui incite à voir les choses de manière assez large, parce que quand bien même les actions conduites par nos services publics de l'emploi seraient excellentes, indépendamment de l'ensemble des autres curseurs qui doivent bouger sur ce sujet, on ne serait probablement pas à même de produire les résultats. Les autres propos qu'il me semble important d'énoncer à ce démarrage, c'est d'indiquer qu'il y a un lien étroit entre certaines autres catégories ou avec certaines autres catégories de chômeurs. Je citais tout à l'heure dans l'introduction l'interconnexion qu'il peut y avoir entre la problématique du chômage des seniors et la problématique du chômage de longue durée. Il ne faut pas simplement s'y arrêter, mais pour vous donner un exemple, en début de l'année 2014, l'administration et le ministère de l'Emploi français a souhaité mettre en place un programme senior. Nous étions notamment dans une phase où nous étions en train d'élaborer notre programmation pour le FSE, pour l'année 2014 à 2020, et notre gouvernement a été incité à développer un programme avec des mesures spécifiques pour les seniors, et notamment en s'inspirant de certaines pratiques qu'on a pu voir exposées ce matin, par exemple celle qui consistait à expliquer que dans le service public de l'emploi, il fallait qu'il y ait des conseillers spécialisés pour les seniors. Or, nous avons résisté par rapport à cette tendance et nous avons souhaité que le sujet soit englobé de manière plus large en disant qu'il faut observer les besoins spécifiques de ces publics. Et c'est avec les besoins spécifiques de ces publics, les attentes, ce qui nous a été expliqué ce matin, les atouts et les éléments de démotivation et de motivation. L'exemple bulgare nous a été présenté, que nous devons travailler beaucoup plus que d'entrer par une catégorie administrative qui est une seule catégorie d'âge. Alors une fois que j'ai dit tout ça, néanmoins, il faut évidemment alors, comment on fait pour passer? Là? Yes. Il faut effectivement passer en revue, néanmoins, les différents sujets qui doivent être évoqués. Et donc, je vais présenter rapidement les éléments de contexte qui concernent donc l'ensemble de l'Europe, mais au sens de l'Union européenne. Je vais présenter quelques éléments des politiques destinées à valoriser l'emploi des seniors au sein de l'Union européenne, des mesures prises pour augmenter le taux d'emploi des seniors, et enfin indiquer quelques actions spécifiques des services publics de l'emploi, mais où je vais reprendre des points qui ont été évoqués déjà ce matin. Premier point, les mutations démographiques transforment les sociétés européennes.
Je pense que ce sujet a été évoqué à la fois pour le Canada et pour le Japon, avec une situation démographique caractérisée, on le sait, par un taux de fécondité assez faible. Et donc, il y a un sujet qui est celui de la diminution de la population totale et de la population totale en âge de travailler, dont on est quasi certain à l'horizon 2050. Une part croissante des seniors dans la population active, 22% à l'horizon 2030, plus de 25% dans certains pays. Ce n'est pas forcément les mêmes données que celles qu'on observe dans les autres continents. L'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses du baby-boom qui augmente la proportion des personnes âgées au sein de la population. L'accroissement régulier de l'espérance de vie qui a pour conséquence d'allonger la durée de vie à la retraite. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut réfléchir de façon systémique dans l'ensemble de nos enjeux. Et selon les prévisions réalisées par l'Union européenne, d'ici 2060, environ 30% de la population de l'Union européenne aura plus de 65 ans. Et l'augmentation du nombre des personnes âgées de plus de 80 ans est aussi particulièrement marquée. Et examen des taux d'emploi, ce qui est une donnée évidemment importante et intéressante. Les taux d'emploi ont cru en Europe. Je pense qu'on peut dire qu'ils ont cru, c'est peut-être une évaluation grossière, mais d'à peu près 10 points par rapport à la situation d'il y a 20 ans. Ces données sont indiquées ici. On voit bien la diversité européenne à travers ce graphique, entre la Suède, qui approche le score que l'on a pu identifier au Japon, au Canada surtout, et des pays qui sont en bas de l'échelle, comme la Grèce, où on a encore des taux d'emploi à 35%. Mais c'est un exemple qui compare la France à l'Union européenne et aux pays de l'OCDE. J'aurais pu en donner d'autres. On observe néanmoins, quand on travaille sur la catégorie des plus de 50 ans, on est dans une situation dans laquelle il y a une forte diversité selon les catégories d'âge, de 50 à 55 ans, de 55 à 59 ans, de 60 à 64 ans et de 65 à 69 ans. Donc si on veut faire des comparaisons internationales et situer notamment l'Europe par rapport aux autres pays, il faut vraiment détailler ces différentes classes d'âge. Enfin, quelques autres caractéristiques. Je l'ai dit tout à l'heure, le taux de chômage des plus de 55 ans, c'est 7%. C'est donc un taux qui est inférieur au taux de chômage, évidemment, de l'ensemble de la moyenne de la population active en Europe, qui est autour de 10,5%. Même si le taux de chômage des âgés est de 7%, il a augmenté de 2 points. Mais l'augmentation n'est pas au même niveau que celle que l'on observe pour certaines autres catégories d'âge et pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a du surchômage parmi les seniors. Au contraire, le taux de chômage des seniors est plutôt plus faible que le taux de chômage de la moyenne de la population. Par contre, plus de 60% des seniors au chômage sont des chômeurs de longue durée, alors que ce taux est plutôt aux alentours de 40% pour les adultes. Plus de 30% depuis plus de 2 ans et plus de 20% depuis 3 ans ou 4 ans. Dans certains pays, une part élevée des seniors passe directement d'un statut de chômeur à un statut de retraité. Et deuxième point caractéristique, on pourrait en fournir beaucoup d'autres évidemment, mais celle-ci me paraît intéressante et elle peut être confrontée à ce que l'on vient de se dire concernant le Japon. Le sujet du lien avec la qualité de vie au travail. Et lors d'un récent sondage qui a été conduit parmi les citoyens européens sur les publics de plus de 55 ans, où on leur demandait à ceux qui étaient encore en emploi, est-ce que vous êtes heureux au travail? Les réponses sont très éclatées, très diversifiées. 30% pour les Français, 30% des plus de 55 ans en France se déclarent heureux au travail. Par contre, ils sont 71% aux Pays-Bas. Ils sont 54% en Suède. Ils sont 50% en Allemagne. Et même, parmi les pays que l'on cite étant en avance de phase, et la Suède qui a le plus fort taux d'emploi, le sujet de la satisfaction est un sujet qui n'est pas si évident que ça. Et donc, c'est un sujet et un contexte, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Et donc, dans les éléments qui doivent être présentés, l'ensemble de ces dimensions doivent être introduites. Alors, première information, les politiques destinées à favoriser l'emploi des seniors.
On connaît la stratégie de Lisbonne qui avait un taux d'emploi en cible pour les demandeurs d'emploi, pour les actifs de plus de 60 ans, de 55 ans, pardon, pour les actifs de plus de 55 ans. Ce taux, cet objectif a été délaissé avec la stratégie Europe 2020. Mais on voit bien, et c'est ça qu'indiquent mes petits maillons qui s'emboîtent, la réforme ambitieuse implique une révolution culturelle tout à fait forte, avec une politique globale de soutien à l'activité des seniors, qui doit nécessairement s'articuler à une politique de retraite et des incitations au départ plus restrictifs, avec des politiques incitatives au maintien et au retour à l'emploi, et avec des politiques visant à promouvoir une vision plus positive des travailleurs âgés. Les politiques restrictives, ce sont celles qui concernent le relèvement de l'âge de départ à la retraite, ce sont celles qui intègrent dans le calcul de la retraite le facteur démographique, avec en particulier la prise en compte de l'espérance de vie. Quelques pays sont cités ici. Plusieurs pays ont choisi de mettre en place des systèmes qui prennent en compte les salaires de l'ensemble de la vie active et non les meilleures années ou les dernières années d'activité pour le calcul de la retraite. Et c'est un changement relativement important puisqu'il va pouvoir inciter notamment des demandeurs d'emploi, des chômeurs à retourner dans des emplois qui ne sont pas nécessairement les mieux payés ou mieux payés que leurs emplois précédents. À l'envers, voilà. Des systèmes, évidemment, de pré-retraite qui ont été restreints, voire supprimés. C'est le cas en général des systèmes de pré-retraite globaux. Ce n'est pas nécessairement le cas de systèmes de pré-retraite d'entreprise. Et politique restrictive également, des pays nombreux qui ont rendu plus facile l'accès à d'autres dispositifs précoces de transition vers l'activité, vers le chômage. Plus difficile cet accès, donc, avec des démarches qui ont été des démarches empêchant la mise en œuvre de systèmes d'incitation. Parmi les politiques incitatives, on observe l'introduction de primes pour les départs différés ou des systèmes type de surcote, tels qu'ils existent en France ou en Italie, jusqu'en 2008, où les travailleurs du secteur privé ont droit à une pension complète, mais ceux qui restent en emploi sont totalement exonérés de cotisations pour la pension de base, ou bien des systèmes de retraite progressive qui constituent aussi une façon d'inciter les seniors à développer d'autres modes de passage à la retraite, en évitant que la retraite soit un système couperet, et donc en développant les possibilités de réduction d'horaires, qui ont été évoquées ici, ou d'accès à du temps partiel, avec des prestations compensatrices, telles que ça peut exister dans les pays qui sont cités ici, l'Autriche, l'Espagne, la France ou la Norvège. En Suède, la réforme de retraite de 99, mais il y a eu des enjeux aussi depuis, qui permet une prise de retraite à 25, 50 ou 75%, cumulée avec un système partiel d'activité. Parmi les politiques incitatives, on retrouve évidemment d'autres systèmes qui peuvent être des systèmes qui mettent en place l'ensemble des acteurs concernés. Alors, les obligations mutuelles, on va y revenir tout à l'heure avec le rôle des services publics de l'emploi, et en particulier le fait de l'obligation de rechercher activement l'emploi avec une contrepartie, des services d'orientation professionnelle, des services de formation et des incitations également au retour à l'emploi. Des mesures d'incitation qui concernent les employeurs et qui incitent les employeurs à embaucher des seniors avec des subventions salariales ou des réductions de cotisations sociales, ou bien encore des mesures qui incitent à améliorer les conditions de travail ou à agir sur la formation professionnelle des seniors. Ce qui est un enjeu effectivement important, puisque on observe en France et en Europe de manière générale que l'accès à la formation professionnelle décline fortement avec l'âge, et que c'est un des enjeux, en effet, de capacité à retourner à l'emploi. Les politiques qui visent à promouvoir une vision plus positive des travailleurs âgés
ce sont les politiques qui utilisent notamment les médias, les campagnes d'information, pas strictement axées sur la responsabilité des services publics de l'emploi, comme il nous a été démontré tout à l'heure pour les Pays-Bas, mais qui peuvent évidemment sensibiliser le grand public, et on a tous à l'esprit la promotion qui avait été introduite en Finlande en 1998. Elle date, mais elle fait encore référence, et elle est très utile aussi pour nos services d'emploi, avec cet énoncé « l'expérience est une richesse nationale ». Enfin, toutes les façons de combattre les stéréotypes consistent à mettre en place la législation liée à la discrimination ou à la lutte contre la discrimination liée à l'âge. Et de ce point de vue-là, en effet, la directive européenne de 2000 et ses développements ultérieurs sont tout à fait utiles. Les mesures prises dans les pays de l'Union européenne pour augmenter le taux d'emploi des seniors ont été élaborées à partir d'une diversité dans les différents pays, mais des thèmes communs, une convergence autour de trois entrées qui sont importantes, me semble-t-il. L'amélioration des conditions de travail, la promotion de la santé au travail et la formation et la valorisation de l'expérience. L'amélioration des conditions de travail, je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être heureux au travail, c'est aussi avoir un environnement de travail qui est un environnement favorable et positif. Et donc, toute réduction d'exposition à diverses contraintes, tout au long de la vie d'ailleurs, pas simplement pour les seniors, est un enjeu extrêmement important pour acquérir le vieillissement actif. L'enjeu psychosocial du poste de travail, l'ensemble des mesures qui peuvent être prises pour la qualité de vie au travail sont évidemment très importantes. Elles ont une utilité tout au long de la vie, elles ont une utilité renforcée pour ce qui concerne les seniors. L'aménagement des postes de travail ou les réductions d'horaires de travail et les solutions de retour à l'emploi à temps partiel. On a vu l'exemple des Pays-Bas tout à l'heure, peut être également cité. La promotion de la santé au travail, la nécessité d'instaurer de meilleures conditions de travail pour les seniors a fait apparaître l'importance de la prévention. Se préoccuper de la réduction de la pénibilité au poste de travail, de la prévention de l'usure professionnelle le plus tôt possible, là encore est un enjeu tout à fait important. Pour qu'une personne puisse travailler au-delà de 60 ans, il est évidemment très important que sa santé physique et mentale soit préservée avant cette période. Et puis évidemment, il y a la formation et la valorisation de l'expérience. Il y a des différences très marquées de taux d'emploi selon les qualifications en Europe. Au sein de l'Union européenne, de 30,8% des personnes âgées de 55 à 64 ans ayant le plus bas niveau de qualification ont un emploi, contre 61,8% des personnes du même âge qui ont le plus haut niveau de qualification. Cette diversité est évidemment essentielle à observer, à analyser et à combattre. Et donc, la question de la participation à la formation professionnelle continue est un enjeu tout à fait important. Je ne vais pas m'arrêter sur les exemples, je vais redire que aussi, arriver à des âges qui voisinent 50 ou 55 ans, la question de la formation est essentielle, mais il y a également la question de la valorisation de l'expérience. Et ça, je pense que c'est un enjeu très important pour nos services publics de l'emploi. Ne pas simplement regarder les diplômes, ne pas simplement regarder l'expérience dans un secteur ou dans un emploi donné, mais valoriser l'expérience et les compétences transversales et examiner ce que peuvent être le profit des connaissances et de l'expérience des travailleurs âgés pour garder à la fois la richesse dans les collectifs de travail et également la motivation individuelle au travail. D'autres mesures également peuvent être articulées pour valoriser cette démarche et travailler sur la formation en lien avec la question de la santé professionnelle des seniors. Enfin, mon dernier slide, qui est ici devant vous, ne fait que récapituler des choses qui se sont assez largement dites ce matin, mais pour lesquelles je pense que les dimensions européennes et la diversité européenne honorent ces axes qui sont ceux présentés ici. Il y en a 5. Ils pourraient être identifiés de manière évidemment différente. Mais du coup, la question est de savoir quelles sont les actions spécifiques des services publics de l'emploi vis-à-vis de ce public. Ou, de manière universelle, comment est-ce que l'ensemble de ces actions des services publics de l'emploi peuvent bénéficier particulièrement au public des seniors.
Et là, on observe une chronique qui est bien connue par notre communauté des représentants des services publics de l'emploi. D'abord, les actions préventives pour maintenir les seniors en emploi. Toute intervention que certains services publics de l'emploi développent déjà pour promouvoir le développement des compétences en emploi est une intervention positive pour que, à la fin de la vie active, il n'y ait pas ce moment couperet du départ au chômage ou à la retraite. Toute intervention rapide et précoce auprès des publics victimes de licenciements, y compris en intervenant avant que les licenciements ne se réalisent, constitue également une action, une activité, une intervention que les services publics de l'emploi peuvent prendre en charge. Mais néanmoins, une fois que les seniors sont demandeurs d'emploi, inscrits chez l'opérateur, qui est le service public de l'emploi, évidemment, nous avons à mener les interventions personnalisées pour les demandeurs d'emploi. Elles ont été présentées pour beaucoup d'entre elles ce matin. Je pense que cet après-midi et demain matin, ce sera de même, avec la question de l'action personnalisée, individualisée, liée au diagnostic précoce, un conseil professionnel en matière d'orientation, à la mise en œuvre d'un plan d'action individualisé, y compris les mesures de reconversion professionnelle fondées sur des compétences transversales, et tout en prenant en compte le risque élevé de démotivation. La difficulté, et tout à l'heure on parlait du délai, des 3 mois, ou d'une intervention plus précoce, la difficulté probablement pour les seniors, c'est le fait de faire le deuil de l'emploi perdu à la fin de la vie active, et de remotiver donc le demandeur d'emploi dans la perspective du retour à l'emploi. Évidemment, la mise en place de services, de conseils, de prestations adaptées, on va le voir cet après-midi avec les exemples de clubs de recherche d'emploi qui ont été aussi cités ce matin par Corinne. Le développement de contacts rapides, le plus rapide possible avec les employeurs. Le développement des relations avec les employeurs est en effet essentiel. Et donc il y a une gamme plus ou moins hard ou plus ou moins soft sur ce sujet-là. Évidemment, se référer à la responsabilité sociale des entreprises, à l'exemplarité, à la lutte contre les discriminations fait partie de notre outillage et de notre manière de pouvoir intervenir auprès des employeurs, promouvoir la diversité, l'emploi des seniors, la valorisation de leurs atouts, y compris en les décalant dans un emploi occupé dans un secteur qu'ils ne connaissaient pas avant, l'accompagnement des recrutements et l'utilisation de services adaptés pour ces recrutements, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que pour d'autres publics, mais qui doivent être une réflexion dans la relation avec les employeurs. Les outils de recrutement doivent être adaptés. Et puis évidemment, la mobilisation efficace des politiques actives de l'emploi, elles sont nombreuses, toutes celles, il y a des gammes évidemment très élargies, d'emplois subventionnés, d'emplois aidés, de conventions avec les employeurs qui permettent le retour à l'emploi. L'ensemble de ces mesures, on le sait, doivent être efficaces et donc doivent être évaluées pour effectivement être sûr qu'elles sont utiles. Je terminerai par le dernier point, parce que je pense que c'est un point de posture qui correspond aussi à une des préoccupations communes des services publics de l'emploi européens. Nous l'avons vu, nous l'avons observé à l'occasion des travaux de peer review, c'est de travailler sur les représentations. Et la question de travail sur les représentations que tout salarié de nos services publics de l'emploi peut avoir des seniors, pour eux-mêmes d'ailleurs et pour les autres, c'est contrarier les représentations et donc développer la compétence des salariés des services publics de l'emploi pour décaler ces représentations, qui permettra en effet de faciliter leurs interventions auprès des demandeurs d'emploi et auprès des acteurs des systèmes d'emploi et notamment des employeurs. Voilà, j'ai terminé mon intervention. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Je remercie beaucoup Madame Gauvin. Elle nous a présenté un très vaste tableau. Nous sommes passés par les possibilités que nous offre la réduction des heures de travail. Nous sommes passés par les nouveaux mécanismes permettant de maintenir les capacités et la qualification des seniors. Nous avons abordé les conditions de travail en tant qu'élément
obligatoire pour la création d'un environnement favorable. En effet, c'était impressionnant. Madame Gauvin, et maintenant, vous avez la parole pour formuler vos questions. Je m'appelle Elka Dimitrova, je viens du ministère du Travail et de la Politique sociale. Je voudrais remercier Madame Gauvin pour cette présentation qui a été extrêmement riche en informations, une information synthétique, je dirais, avec tous les aspects des politiques, mais je voudrais lui demander si, d'après elle, l'encouragement des entrepreneurs pour le groupe des plus de 55 ans est opportun, vu que ces gens-là ont leur contact, ont une expérience, et en effet, s'ils créent une petite entreprise privée ou s'ils travaillent comme consultants, ils peuvent prolonger leur vie au travail et en même temps travailler au rythme qu'ils choisissent eux-mêmes. Donc, tout ceci de manière à se rendre utile. Autrement, toutes les personnes qui sont en bonne santé pour continuer à travailler, vraisemblablement, elles voudraient demeurer actives jusqu'à la fin de leur vie. Mais cette niche, peut-être qu'on n'a pas tellement abordé jusqu'ici, présente de l'intérêt pour moi et j'aimerais savoir votre opinion à ce sujet. Merci. Oui, merci de votre question. C'est en effet un aspect que je n'ai pas nécessairement introduit dans mon intervention, mais vous avez tout à fait raison. Le fait de pouvoir recourir à la création d'activités, d'emplois, la création de son propre emploi est effectivement une solution. Le cas échéant, une fois qu'on a perdu son emploi à une fin de vie active, qui peut trouver un autre format que la seule situation de salarié. On a en particulier en France créé un statut qui est un statut d'auto-entrepreneur qui s'est développé très largement et pour lesquels on observe en effet que le niveau d'âge des auto-entrepreneurs est en gros un niveau en U, beaucoup de jeunes et probablement beaucoup de plus âgés. Une des questions qui se pose en général quand on réfléchit sur cette solution, c'est de se demander si c'est une solution faute de mieux ou si c'est une solution qui est vraiment offensive de la part des personnes concernées. Et puis, c'est aussi la question du niveau de rémunération qu'on peut obtenir quand on crée une activité à cette fin de vie active. Mais ça, c'est le problème qui est le problème pour tous les publics. Comment gagner sa vie en créant son entreprise. C'est un sujet qui peut être combiné d'ailleurs avec des systèmes de retraite, avec des cumuls de retraite et d'activités privées. Mais en effet, cette question est une question qu'il faut soulever aussi pour les problématiques liées à la création d'entreprises. Merci. Je remercie Madame Gauvin, je vous en prie. Madame Gauvin, j'ai été impressionnée par votre présentation. Je voudrais vous poser une question. Comment voyez-vous l'intervention et le rôle des syndicats dans le prolongement de la vie active des travailleurs âgés? Merci. Merci de cette question. Je pense que les partenaires sociaux, les organisations syndicales et les organisations d'employeurs ont un rôle tout à fait essentiel pour participer au changement des représentations sur les catégories d'âge, ont un rôle totalement essentiel, tout à fait essentiel pour travailler sur l'enjeu des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, de la formation, que j'ai assez largement introduite dans mon document, dans ma présentation. En France, il existe depuis maintenant plus de 10 ans un conseil d'orientation des retraites, auxquels sont associés à la fois des experts de la question des retraites, mais aussi du travail des travailleurs vieillissants. Je les appelle plutôt d'ailleurs travailleurs avancés en âge, car on avance en âge à tout âge. Les seniors, c'est une formulation qui est souvent un peu discriminante. Participent à ce conseil d'orientation pour l'emploi
toutes les organisations syndicales et les organisations d'employeurs en France. Et un des enjeux qui existe dans ce conseil d'orientation pour les retraites, c'est d'élaborer un diagnostic partagé sur l'ensemble des dimensions qui peuvent être celles qui sont directement liées aux retraites, mais qui aussi entourent la question des retraites. Et parmi ceux qui entourent la question des retraites, existe évidemment le sujet du vieillissement actif. Et donc, ce conseil, en France, a élaboré un certain nombre de préconisations qui s'adressent aux entreprises, qui s'adressent aux acteurs qui influencent la conception de l'ergonomie, des conditions de travail, de la qualité de vie au travail, a pas mal travaillé sur la question de la pénibilité au travail, en considérant que lever la pénibilité au travail préservait les actifs et permettait pour eux d'avoir une activité plus longue en fin de vie de travail, et également permettait qu'on puisse insérer des populations plus diverses dans les emplois. Bref, je cite ces exemples-là, mais je pense que les organisations syndicales, les partenaires sociaux, les employeurs, dans tous nos pays, doivent participer à un diagnostic partagé sur ces situations-là. Et puis affiner ensuite ce diagnostic partagé pour ensuite élaborer des mesures qui sont des mesures et des préconisations qui peuvent être saisies par tous les acteurs qui sont autour de la table et tous les acteurs qu'on a pu citer du système de protection sociale, du système de retraite, du système d'emploi, du système de la formation professionnelle. Donc, en effet, que le diagnostic soit partagé par tous et en particulier par les organisations syndicales, c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas pour le moment. Donc, jusqu'à ce moment-là, excusez-moi, je vous en prie. Bref question. Vous avez parlé de la valorisation des aptitudes des travailleurs âgés, ceux qui ont travaillé pendant longtemps dans une entreprise sans avoir un diplôme ou un certificat pour le métier exercé. Est-ce que les services d'emploi public sont concernés par cette question et quel est le système de reconnaissance des aptitudes des travailleurs âgés? Alors ça, c'est une dimension qui est très importante. Il y a un schéma de travailleur qui perd son emploi à 55 ans, qui devient chômeur, et qui, pendant toute sa vie professionnelle, a travaillé dans la même entreprise sans bénéficier nécessairement de formation, mais a développé dans son entreprise toutes les compétences associées à son activité. Et donc, un des sujets pour les services publics de l'emploi, c'est quand ce demandeur d'emploi arrive et s'enregistre en tant que demandeur d'emploi, il est nécessaire de faire un diagnostic très approfondi sur sa situation. Retenir simplement le fait qu'il n'a pas eu de formation, qu'il a occupé un emploi de très longue durée, n'est pas suffisant. Par contre, faire un bilan de ses compétences techniques, de ses compétences, ses soft skills, de son savoir-faire, travailler sur la capacité à diagnostiquer tous ses potentiels et ses atouts, permet ensuite d'identifier éventuellement des atouts et des potentiels qui peuvent être valorisés en lui présentant des possibilités de métiers qu'il pourra exercer, car ces métiers, ces postes peuvent faire appel aux compétences qu'on a identifiées. Donc la réponse, elle est oui, les services publics de l'emploi, dans l'ensemble de ce qui concerne le développement, leur diagnostic, du profil selon les compétences, de l'articulation de ces profils et de ces compétences à la réalité du marché du travail, aux besoins des entreprises, à la valorisation de certains métiers, c'est un acte tout à fait essentiel, y compris d'ailleurs pour que, à cette occasion, les services publics de l'emploi puissent proposer une gamme de services. Parmi cette gamme de services, ça peut être un petit module de formation qui permettra de s'adapter de manière courte, et pas avec des formations trop longues, mais de s'adapter de manière courte à un emploi qui est proposé. Ça pourrait être
Développer l'activité de contact avec des employeurs, parce que contacter les employeurs, c'est mieux comprendre ce que sont leurs demandes. Avoir des exercices de simulation d'entretien pour des recrutements. Et tous ces services-là qui peuvent être conduits de manière assez courte, il ne faut pas attendre pour tout ça, avec une espèce de task force resserrée pour identifier l'ensemble de ces démarches, sont effectivement une gamme d'actions que les services publics de l'emploi peuvent mettre en œuvre et pour lesquels un certain nombre d'entre eux, on a vu l'exemple des Pays-Bas, je pense que les exemples canadiens qui nous ont été cités peuvent aussi se développer autour de ces démarches-là. Elles font référence aussi à une dimension culturelle qui est très importante. Tout ça est un atout et les services publics de l'emploi peuvent être très efficaces dans ces actions. Благодаря ви, мадам Говin. Заповядайте. Merci Madame Говin pour cette présentation qui est très riche. Mais je trouve que vous avez mis l'accent sur l'aspect démographique et l'aspect économique du travail des âgés sans tenir compte l'aspect social. On trouve certains de cette population qui se trouvent obligés d'avoir un autre travail pour gagner un certain pour garder un certain niveau de vie. Mais ce qui exige parfois des mesures plus spécifiques, notamment l'accompagnement pour protéger cette population d'avoir un travail précaire. Merci. Vous avez tout à fait raison. Je pense que souvent on se cache un peu la face par rapport à cette question-là. Et que je pense que dans tous les pays du monde, c'est le cas en France et c'est le cas en Europe, il y a des cas où on observe des élévations de taux d'emploi qui sont simplement liées à des questions de niveau de vie. Et au fait qu'en effet, les publics continuent à travailler plus longtemps parce que leur niveau de vie est insuffisant, ou bien parce qu'ils accèdent à des niveaux de retraite qui sont trop faibles. Et donc, on valorise en général ces démarches en disant c'est de l'incitation et les publics répondent favorablement à ces incitations. Mais l'autre volet des choses, c'est qu'en effet, c'est une façon de lutter ou de s'écarter de la précarité qui est souvent celle qui existe à des fins de vie actives. Et de ce point de vue-là, je pense qu'en effet, on a partagé le fait que notre génération, nous tous, en majorité cinquantenaires dans cette salle, plus de cinquantenaires, parfois plus que soixantenaires dans certains cas, on connaît des réalités qui sont différentes de celles des générations d'avant. Mais je pense que pour les femmes, le sujet est encore plus flagrant. Parce que dans notre génération encore, les différences de situation de travail entre celles qui ont accédé à des niveaux d'éducation élevés ou celles qui n'ont pas accédé à des niveaux d'éducation élevés, celles qui ont interrompu leur vie professionnelle ou celles qui n'ont pas interrompu leur vie professionnelle ont, à la fin de leur vie active, quand elles ont repris leur activité, une nécessité de continuer à travailler parce que le niveau de revenu est trop faible. Donc je pense que c'est une des dimensions qui est évidemment très importante. Qu'est-ce que peuvent faire les services publics de l'emploi dans ce genre de contexte ? Travailler sur le développement de leurs compétences, possiblement leur donner plus de formation pour accéder à des emplois qui soient mieux payés, mais en même temps, les emplois qu'on va pouvoir offrir à ce type de public, notamment dans le service aux personnes, dans certaines activités, sont des emplois dont on sait qu'ils sont assez peu payés. Donc, oui, affiner notre service pour qu'il soit au plus près des besoins des publics qui viennent chez nous, mais on a parfois une certaine incapacité à lutter contre la segmentation et la précarité qui existent sur le marché du travail. On peut néanmoins l'analyser, la mettre en évidence et porter le message auprès des autorités qui sont autour de nous, qui peuvent éventuellement changer les choses.